Bonne soirée à vous, mesdames et messieurs, surtout bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur Kinactu Télévision à la une de l'actualité. Ce jeudi, on parle de la clôture de la 10e conférence des gouverneurs de province au Palais de la Nation, la dernière conférence des gouverneurs du premier mandat de Félix Tshisekedi, la relance et l'exécution du programme de développement rural de 145 territoires étaient au rendez-vous. Le Japon apporte son assistance humanitaire à la RDC de 4700 tonnes de riz réceptionnées par Madame le ministre du Plan Judith Souminois. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre des relations entre les deux pays pendant cette période cruciale que traverse le pays. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Démarrons ce journal par la 10e conférence des gouverneurs de province présidé le mercredi 15 novembre dernier au Palais de la Nation par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la dernière conférence des gouverneurs de son premier mandat. Au cours de ces assises, le président de la République a invité les exécutifs provinciaux à faire un grand suivi en ce qui concerne la relance et l'exécution du programme de développement rural des 145 territoires et de mettre en application les différentes recommandations issues des précédentes éditions. Les détails dans ces commentaires. État des lieux du fonctionnement de la conférence de gouverneurs de province, c'est le thème de la 10e conférence de gouverneurs. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé personnellement ces assises, s'est dit inquiet quant au taux de recommandation de la 9e session qui ne sont pas parfois exécutées. Cette inquiétude résulte principalement du faible taux d'exécution des recommandations pourtant collectivement agréées, particulièrement celles relatives à la 8e et à la 9e session. À titre d'exemple, l'évaluation de la 8e session révèle que sur les 76 recommandations formulées, 2 recommandations ont été totalement exécutées, soit 2,6%. 44 recommandations ont été exécutées partiellement, soit 57,9%, et 30 n'ont même pas connu un début d'exécution, soit 39,5%. Par ailleurs, il se dégage une fâcheuse tendance consistant pour les gouverneurs à charger le gouvernement central sur les dossiers les préoccupants, sans pour autant tenir compte, à certains égards, des responsabilités qui leur incombent vis-à-vis de leurs administrés. À titre de rappel, la 9e session s'était tenue en décembre 2022 à Bandaka, dans la province de l'Équateur. Que pouvons-nous retenir du bilan de 26 gouverneurs de province de la République démocratique du Congo? Patrice Tshisekedi affirme que le bilan des représentants du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans toutes les provinces du pays est négatif en termes de manque de réalisation à impact visible et mauvaise politique de la mobilisation des recettes en vue d'accroître et de réactiver davantage la caisse du trésor public. Suivez. Par rapport au bilan de ces gouverneurs de 26 provinces, je peux vous dire en franche vérité que le bilan n'est pas positif par rapport aux réalisations, par rapport au nombre de recettes. On peut prendre peut-être sur les 26 provinces de la République démocratique du Congo, sur 100%, il peut prendre même 2 à 3%. Parce que le chef de l'État a initié des projets que les gouverneurs à leur niveau pouvaient quand même faire un travail de suivi. Mais vous allez vous rendre compte que les travaux que les gouverneurs présentent au chef de l'État, ce sont des travaux sur maquette. Il y a des résultats palpables, nous-mêmes qui sommes descendus sur terrain dans d'autres provinces, entre autres l'espace Grand Kassai. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de réalisation. Ces gouverneurs, bon, je peux dire que le bilan est positif par rapport à leur famille. Ils ont quand même excellé, ils ont quand même
même changé des mines, ils ont quand même payé des carrosses, oui ça va, mais pour les peuples dans chaque province, dans chaque territoire, le peuple n'a pas bénéficié de ces représentants directs du chef de l'État. Ils n'ont pas rendu les chefs un bon service. Parfois, ils ont venu avec un travail apparent, un travail que moi j'appelle personnellement une ville ou une province sur maquette qu'on a présenté, et par rapport par même un travail d'hypocrisie. Parce que vous allez vous rendre compte que si nous prenons, quand les chefs d'État pouvaient arriver dans une province, et on lui dit il faut prendre la route telle pour arriver dans tel territoire. Vous allez vous rendre compte que le travail est bâclé. Lui-même, le chef de l'État, il est témoin quand il est arrivé en Bujumaï. Il a vu le travail qui était réalisé en Bujumaï. Vous allez vous rendre compte que ces gouverneurs n'ont rien fait comme travail, mais on les encourage quand même parce qu'ils ont quand même travaillé pour leur famille. Revenons sur le tableau de l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Ouverture en fanfare de la campagne électorale du candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cet effet, le speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, invite de vive voix tous les membres de partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation à un grand meeting de campagne prévu ce dimanche 19 novembre au stade des Martyrs de la Pentecôte pour lancer officiellement la phase de la dite campagne à l'élection présidentielle du candidat numéro 20. Suivez. Je voudrais informer l'opinion nationale, spécialement les membres de l'Union sacrée de la Nation, que ce 19 novembre, l'Union sacrée de la Nation organise un grand meeting de campagne le 19 novembre 2023. C'est-à-dire que l'Union sacrée lance ce 19 novembre 2023 la campagne électorale à partir de Kinshasa. De ce fait, nous invitons tous les présidents de partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée, de mobiliser tous nos membres pour une participation massive à ces meetings. Nous demandons également à tous nos partenaires de prendre part également à ce grand événement, ce 19 novembre 2023. C'est ce dimanche. Donc, rendez-vous est donné au stade des Martyrs à partir de 9h. Au cours de cet exercice de redevabilité, la ministre ayant à sa charge les personnes vivant avec handicap, Irène Esambo Diatta, a peint le tableau du travail abattu durant le mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, marqué par de grandes réalisations de différents projets qui ont été initiés pour l'intérêt de cette catégorie de personnes. Suivez. Avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il est arrivé, il a voulu que cette question devienne une question de débat au niveau du gouvernement. Et pour bien faire les choses, il a commencé par créer un portefeuille ministériel au sein du gouvernement central. Et en même temps, vous savez, le président voudrait qu'il y ait la participation de tout le monde. C'est comme ça qu'il a nommé à la tête de ses portefeuilles une femme avec handicap que je suis. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Vous vous rendrez compte que si vous regardez dans vos archives, vous allez voir que le jour où nous avons fait la remise-reprise au niveau pour le premier gouvernement après les élections de 2018, voilà, vous allez voir que dans les archives, moi, je ne faisais qu'assister les autres ministres qui faisaient la remise-reprise parce qu'il n'y avait rien à me donner. J'ai assisté le ministre des Affaires sociales sortant avec celle qui est entrée. Et moi, j'étais là, on n'avait rien à me donner. Sinon, on m'a amené seulement là où je devais avoir mon cabinet. On m'a donné juste la table et la chaise. C'est ce que j'ai hérité. Donc, pour vous dire que c'était un secteur où il n'y avait rien. J'ai commencé à zéro. Et pour ça, grâce à la vision du président de la République toujours, nous avons commencé par la loi organique. Parce que je me suis dit, il faut une orientation. Et l'orientation, c'était par la loi. Et j'ai dû travailler avec le Parlement. Le Parlement de l'époque de ces premiers gouvernements, après les élections, on a travaillé, on a eu la première mouture de cette loi.
Et puis on a continué lorsqu'on a eu le deuxième gouvernement Samba Lukonde, je vais dire le premier, parce qu'il y a eu Samba 1 et Samba 2. Lorsqu'il est arrivé, il m'a encore autorisé d'aller travailler avec le parlementaire. Et aujourd'hui, vous allez voir que dans cette loi organique, il y a tout ce qui concerne la bonne orientation de la prise en charge de la question du handicap par l'État. Parlons cette fois-ci de la coopération humanitaire entre la RDC et le Japon. L'ambassadeur du Japon en poste en République démocratique du Congo a apporté une aide alimentaire de 4700 tonnes de riz le mercredi dernier à Kinshasa dans le cadre du programme d'assistance humanitaire pour l'année fiscale 2022 en faveur de la RDC. Il était accompagné du ministre congolais en charge du plan Judith Suminwa Tuluka qui a réceptionné ces dons du Japon. Regardez. C'était au cours d'une cérémonie organisée dans un entrepôt du marché Gambela, dans la commune de Kasavubu, le mercredi 15 novembre dernier, que l'ambassadeur du Japon en RDC, Minani Hiro, a remis 4757 tonnes de riz pour un montant de 3 500 000 $ américains dans le cadre du programme d'assistance alimentaire pour l'année fiscale 2022 en faveur de la République démocratique du Congo. La ministre des Plans, Judith Suminwa Tuluka, était présente dans cette cérémonie. Le choix du lieu dénote non seulement de l'attention dont les autorités congolaises et japonaises ont voulu faire montre à l'égard de la sécurité alimentaire, mais aussi pour montrer que les sacs de riz sont disponibles à un bon prix. Ces dons de riz est la 17e assistance japonaise du genre en République démocratique du Congo. Signé en 2022, ces programmes d'assistance visent à fournir une aide alimentaire composée d'environ 4757 tonnes de riz pour accompagner les actions du gouvernement congolais. À noter que le fonds issu de la vente de ces sacs de riz devrait servir à financer des projets visant l'amélioration du quotidien de la population congolaise tout en renforçant l'amitié entre les deux pays. Autre chose dans ce journal, le président de la commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, Denis Kadima, a échangé avec des délégués de la société civile. Objectif, trouver des solutions à certains problèmes avant la tenue des échéances électorales du 20 décembre en République démocratique du Congo. Au cours de son exposé, le patron de l'institution d'appui à la démocratie a exhorté les acteurs de la société civile de faire de ces élections une réussite totale. Suivez-les dans cet extrait choisi par Gracien Kiombo. On nous dit que généralement, il y a des listes qui circulent, les gens seront nommés. J'ai vu même certaines personnes s'agiter, cherchant à savoir à qui il faut remettre cette liste-là pour qu'on puisse vous inclure là-dedans. Lokuta. Louvu Nunabao. Ça ne va pas arriver. Il n'y aura pas. Personne ne sera nommé. Vous allez le voir. Il faut leur dire, ceux qui sont candidats, il n'y aura pas de personnes nommées. Le pays n'a pas besoin de ça. Le vous nous n'a pas. Okay. Alors, nous sommes à votre écoute. Nous allons avoir des échanges. Vraiment, nous sommes réceptifs à vos idées. Travaillons la main dans la main. Rappelez-vous, nous sommes dans le même bateau qui s'appelle RDC. Il ne faut pas qu'il chavire. Parce que s'il coule, comme je l'ai dit au candidat président, si le bateau coule, il faut être bête pour penser que seule la CENI va couler. Si vous êtes dans ce bateau-là, vous et nous, nous allons couler. Et je pense que personne ne veut couler. Alors, continuons ensemble, la main dans la main, et faisons de ces élections une réussite. Si ça marche, ce n'est pas la réussite de la CENI, non, ça sera notre réussite collective. Et si ça échoue, ça sera un échec collectif et personne ne veut de ça. Je vous remercie. Ouvrons les dossiers tueries à Malembankoulou à la base des cris d'alarme lancés par le collectif de femmes du Kasaï qui condamne avec la dernière énergie ces actes de barbarie de personnes de mauvaise foi instrumentalisées par des politiciens véreux
qui ne veulent pas la tenue des échéances électorales libres, démocratiques, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. Elles mettent un accent particulier sur l'article 30 de la Constitution de la République qui accorde plein droit à tout Congolais d'être libre et s'installer où il veut. Suivez. Nous, collectif des femmes du Kasaï, réunis à l'espace Voule ce mercredi 15 novembre 2023, sommes indignés des violences et des tueries subies par nos frères et sœurs résidant dans la province de Olomami, précisément à Malemba-Nkulu. C'est inadmissible à ce jour dans un pays dit démocratique qui est ce genre de barbarie, pendant que notre pays est agressé par le Rwanda. Quel péché a commis le Kasaï pour mériter ces actes ignobles? Nous condamnons avec la dernière énergie ces genres de violences, des tueries généralisées sur le peuple kassaïen habitant à Malemba-Nkulu pendant cette période électorale où nous prêchons la paix, l'unité et la cohabitation pacifique. La Constitution de la RDC, à son article 30, stipule que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit de circuler librement, de fixer sa résidence, de le quitter et de revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Ces actes de barbarie ne peuvent pas rester impunis. C'est ainsi que nous recommandons aux autorités politico-administratives de protéger la communauté kassaïenne vivant à Malemba-Nkulu et ceux vivant dans l'espace Grand Katanga, à la justice de saisir du dossier afin de rétablir les responsabilités et mettre hors d'état de nuire les auteurs. Au nom de toutes les femmes du Kasaï, nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Fête à Chikapa le 15 novembre 2023. Restons dans ces mêmes registres avec ces messages de paix, de l'unité et de la cohabitation pacifique entre les communautés congolaises lancés par le président du Grand Kasaï, Denis Kambaye Chimbombo, qui reconnaît certes cette situation douloureuse mais qui appelle les uns les autres à la paix car tout est au contrôle du pouvoir public. Il a aussi profité de cette occasion pour inviter le gouvernement de la République à prendre ses responsabilités en main, celle de sécuriser tout le groupe ethnique du pays. Regardez. Nous venons par la présente lancer au nom de la synergie de notables et associations du Grand Kasaï, mais aussi au nom de tous mes collègues élus de cet espace, un message de paix et de coexistence pacifique intercommunautaire. Toutefois, je profite de ce micro pour rappeler très rapidement 3 articles de notre Constitution. C'est l'article 16. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et de bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage, ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. Le dernier article, c'est l'article 51, je vais terminer par là. L'État, c'est ça les devoirs que nous demandons. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement.
De son côté, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe, condamne également les appels à la haine tribale diffusés depuis un certain temps au pays et précise que les auteurs de ces messages seront poursuivis sévèrement en justice. Regardez. Ce qui s'est passé dans la province de Olomami, d'ailleurs que nous condamnons, ne doit pas se reproduire ailleurs. Nous venons de constater, malheureusement avec regret depuis hier soir, que les messages de haine passent dans les réseaux sociaux afin d'appeler les uns et les autres à s'affronter. Mais nous ne sommes pas prêts à accepter cela. Nous allons vers les élections et nous pensons que nous devons œuvrer dans un cadre purement démocratique où les meilleurs doivent l'emporter par rapport à la question électorale. Et contrairement à ceux qui distillent les messages dans les réseaux sociaux, nous voudrions assurer au Katangé que le message du commissaire Enoch Seya, c'est un message qu'il avait lancé avant même d'être membre du gouvernement et donc ce n'est pas un message qu'il a lancé maintenant contre une communauté, non, pas du tout, mais aussi que les messages qui sont lancés soient condamnés et nous allons poursuivre les auteurs de ces messages qui appellent à la violence. Et donc j'appelle les Hauts-Katangaises et Hauts-Katangais au calme. Prenons ce chapitre consacré à l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Sachez que le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwani, a effectué le mercredi 15 novembre dernier une visite d'inspection pour palper du doigt l'exécution des travaux d'infrastructure routière dans la ville de Goma, travaux inscrits dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo durant le programme de son quinquennat. Voici ces reportages de nos confrères de la presse militaire. Hapa karibuni tutenda kwa uchaguzi, ni lazima njia zikuwe sawa kusudi wakandidati watembee pasipo shida. Upigie rais wetu mikono. De nouvelles infrastructures s'ajoutent aux réalisations du quinquennat du chef de l'État de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Dans la province du Nord Kivu, précisément en ville de Goma, ce 15 novembre 2023, le gouverneur militaire ad intérim, le général-major Peter Chirimwami, a lancé certains travaux et d'autres ont été visités car en cours d'exécution. D'abord, le lancement de 3,2 km de route commençant par l'avenue du Port, et cette route va s'étendre jusqu'à la route nationale numéro 2, route Sake. Le chef de l'exécutif décrit cet ouvrage et ses avantages. La construction de ces axes routiers n'est pas un acte isolé. Elle rentre dans le cadre d'un vaste programme de la modernisation des infrastructures sociales de base et qui a pour objet la matérialisation en province de la vision du chef de l'État, commandant suprême. D'abord, on construit une route asphaltée de 2,57 km le long du lac Kivu, sur l'avenue du Port, allant de la résidence officielle du gouverneur de la province jusqu'à la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu, y compris l'embranchement qui mène vers l'ex-cour d'appel au camp d'Imez. Ensuite, aménager un parking public au niveau du port public de Goma et un entrepôt public payant. Enfin, a construit une route de 1,3 km reliant la route CCLK au niveau des sites des institutions provinciales. Il se rend par la suite visiter les travaux au quartier Boudjovu, en face de l'aéroport international de Goma, avant de se rendre en territoire de Nyiragongo sur l'axe Vision 2020 où les travaux doivent être corrigés au niveau de conduite des eaux usagées. Vision 2020 ni fasi yenye kazi ilipita hapa karibu, lakini kufatana na ukosefu ya makanivo maji inajaa hapa zaidi na inakuwa shida. Le général-major Chirimwami a continué son itinérance au quartier Ndosho sur les chantiers routiers d'1,3 km. C'était avant de visiter le grand collecteur des eaux usées en face du marché à la Nine en ville de Goma.
Il faut le souligner, ces travaux sont exécutés par la société Mangabaon, une entreprise locale avec la main-d'œuvre locale. Abordons à présent les questions sportives en République démocratique du Congo. Belle entame des Léopards de la RDC aux éliminatoires mondiales 2026 face à la Mauritanie le mercredi 15 novembre dernier au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, motif d'une joie immense de la population congolaise tout entière et du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a encouragé les joueurs après cette grande affiche. Voici ses commentaires. Après un nul observé dans la première période des Euros bi-partout, c'est au retour du citron que les Léopards ont pu montrer leurs griffes pour arracher la victoire dans cette explication de la première journée des éliminatoires mondiales qui se jouera dans 3 pays l'année prochaine. 63e minute, Yohan Wissa trouve le chemin du filet pour le Congolais sur une passe décisive du numéro 10 des Léopards, Théo Bongonda, et scande le stade de martyrs par Deschamps. Coaching payant du technicien français, Bongonda, qui a remplacé Meshak Elia, va marquer le but à la fin du temps réglementaire. Fin de la rencontre, la sélection nationale congolaise empoche 3 points. C'est la satisfaction du peuple et du chef de l'État dans le stade comme au vestiaire qui promet de primes aux joueurs. Moi, j'ai l'habitude toujours de me laisser aller quand je suis heureux comme ça. Donc il y aura la prime présidentielle pour ce match. Notez que 12 joueurs ont participé à la séance d'entraînement de ce jeudi au stade de Martyrs pour une préparation avant d'affronter les crocodiles du Nil du Soudan le 19 novembre prochain, un match de la 2e journée du tour éliminatoire de la Coupe du Monde. Bouclons par les valeurs nutritives. Que savez-vous de maracuja? Voici ses commentaires. Le maracuja, aussi appelé grenadier ou fruit de la passion, est un petit fruit exotique doux et acidulé à la composition nutritionnelle très intéressante. Le maracuja est une baie tropicale de la forme d'un œuf, fruit d'une plante grimpante appelée passiflore. Il existe 2 types de maracuja cultivés aujourd'hui. Le pourpre, qui est aussi le plus courant et le plus savoureux. Il est originaire du Paraguay, du Brésil et du nord de l'Argentine. Le jaune, légèrement plus gros et acide que le pourpre, il viendra qu'à lui de la forêt amazonienne brésilienne. En plus d'être particulièrement savoureux et apprécié de petits comme le grand, le maracuja est une petite bombe de nutriments et des micronutriments précieux pour la santé. Il est très riche en eau, en fibres. Il contient également près de 3 fois plus de protéines qu'autres fruits. Il brille par sa teneur en fer, en potassium, en cuivre et en zinc. Côté vitamines, il note ses excellentes teneurs en vitamine C et en provitamine A, bêta-carotène, toutes 2 antioxydants. Pourvu d'une grande quantité de potassium, la pulpe du maracuja régule le taux de sodium corporel et contribue à diminuer le risque d'hypertension artérielle. Le corse de fruit de la passion se révélait efficace pour réduire le symptôme de l'asthme, tels que le soufflement, la toux, le glaire. Très riche en antioxydants, connus pour leur efficacité sur la diminution de cellules cancéreuses, le maracuja fait partie de fruits efficaces pour prévenir l'apparition de certains cancers. Extrêmement riche en fibres, en vitamines et en minéraux, bien pourvu en protéines et ténué des lipides, le fruit de la passion s'inscrit parfaitement dans un régime minceur. Avec une teneur en sucre modéré, un index glycémique et une charge glycémique basse, le fruit de la passion est un fruit recommandé pour les personnes diabétiques. Il améliore le transit et nettoie le côlon et renforce l'immunité.
C'est déjà la fin de ce rendez-vous informatif sur nos antennes. Vous qui venez à peine de nous rejoindre, voici les grandes lignes qui ont caractérisé ces journaux. Ce jeudi, on parle de la clôture de la 10e conférence des gouverneurs de province au Palais de la Nation, la dernière conférence des gouverneurs du premier mandat de Félix Tshisekedi, la relance et l'exécution du programme de développement rural de 145 territoires étaient au rendez-vous. Le Japon apporte son assistance humanitaire à la RDC de 4700 tonnes de riz réceptionnées par Madame le ministre du Plan Judith Suminwa. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre des relations entre les deux pays pendant cette période cruciale que traverse le pays. Les efforts sans relâche de la rédaction et de la technique à assurer de mettre la réalisation de ces travaux des titans. Je vous retrouve très prochainement.